Bon, mesdames et messieurs, chèrement, bienvenue dans cette séance cet après-midi qui sera consacrée à une maladie sournoise, glaucome. Mais avant ça, il y a juste une petite intervention d'une collègue de psychologie. C'est une expérience en psychologie qui cherche des volontaires. C'est une étude intéressante puisqu'il s'agit de voir un petit peu comment est notre perception, comment on traite les images des films et les films au cours de la vie. Et comme nous faisons partie, vous entendez mieux comme ça? Voilà. Donc c'est une étude qui va vous être décrite à propos de la perception et comment on perçoit les images au cours de notre existence. Et nous faisons partie d'une catégorie des dieux, n'est-ce pas? Éclairés, mais dieux quand même. Et les scientifiques sont intéressés de voir quelles sont les différences avec les personnes un petit peu plus jeunes. On va laisse la parole. Bon. Très fort. Alors moi, je suis en troisième année de bachelor à l'université de Genève, en psychologie donc. Et dans le cadre de mes études, j'effectue une expérience en psychologie sur le traitement des images et de films au cours du vieillissement. Donc l'objectif de cette étude, c'est de comprendre comment les individus ils traitent les images d'un film au cours du vieillissement et comment ce traitement, en fait, il a influencé, que ce soit par l'âge ou par les émotions. Pourquoi cette étude? Simplement parce qu'en fait, il y a certaines études scientifiques qui ont montré que le paysage émotionnel, il change au cours du vieillissement. Et donc, on aimerait en fait plus tard pouvoir mettre en place des interventions et donc des techniques de régulation émotionnelle qui soient adaptées en fait à tout âge et pour le bien-être de tout le monde. Donc, ça consistera en une tâche informatisée et en des questionnaires. Ça durera plus ou moins 2h30. Généralement, on finit un peu plus tôt. Dans ces 2h30, il y a une pause de 45 minutes qui est donc prise en compte. Et les critères, c'est avoir entre 60 et 80 ans, ne pas être daltonien, ne pas avoir de troubles psychiatriques ou neurologiques et pas avoir de problèmes de santé graves. Donc, c'est nous tous. Vous êtes tous des candidats potentiels. Et il y aura une rémunération de 30 francs. Et voilà. Je vous laisse ce petit flyer juste ici. Donc, il y aura mon numéro qui est affiché en bas. Et si jamais il y a un QR code que vous pouvez scanner et qui m'enverra directement une mail qui est déjà préparé, vous avez juste à m'envoyer sur le petit bouton envoyer, puis c'est envoyé. Et voilà. Je tiens juste à vous dire à quel point c'est important pour nous, parce que moi, c'est dans le cadre de mes études, et c'est vrai que mes collègues, elles sont en master, et c'est aussi dans le cadre de leurs études. Donc ça compte beaucoup pour nous, pour nos études, mais aussi pour pouvoir aider les gens et pour pouvoir mettre en place des techniques de régulation émotionnelle. C'est pas douloureux. Non, non. Pas douloureux. Donc, inscrivez-vous en masse à cette étude. Merci beaucoup. Merci. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le glaucome. Et le glaucome, ça touche quand même un organe très particulier qui est l'œil. Vous avez des organes comme la rate, le foie, les intestins, là c'est caché là-dedans. Bon. Tant que ça fonctionne silencieusement, comme disait le grand chirurgien Le Riche, on est en bonne santé, tout va bien. C'est quand ça commence à coincer qu'on se dit, tiens, il y a un foie ou il y a un intestin. L'œil, c'est complètement différent. C'est vraiment un organe qui est en contact avec l'extérieur, qui nous permet d'explorer l'extérieur, mais qui nous permet aussi d'exprimer notre intérieur, si je veux dire, à ce niveau-là. Alors, il y a l'œil, moi, ça m'a toujours frappé quand vous regardez un œil en tant qu'organe, c'est très particulier, c'est très froid. Ce bulbe, cette boule avec au centre
entre guillemets, cette partie foncée, il y a cette pupille qui vous regarde, mais c'est presque glacial. Alors regardez en plus après les yeux des animaux, c'est encore tout un autre domaine. Mais il y a l'œil, puis bien sûr, il y a le regard. Et à ce moment-là, tout change, puisque le regard, c'est quand même la fenêtre sur nous-mêmes, sur l'intérieur. Et c'est clair que l'œil est un organe extrêmement important pour chacun d'entre nous. Alors, toutes les maladies qui vont toucher à l'œil sont des maladies qui nous touchent très, très profondément. Et c'est important de pouvoir les diagnostiquer, d'abord d'essayer de les éviter par la prévention, ou si elles nous arrivent, les diagnostiquer très tôt. Et c'est l'objectif particulièrement par rapport au glaucome, qui est une maladie sournoise qui avance tranquillement, qui n'est pas douloureuse. On se rend pas compte qu'on a un glaucome qui est en train de se développer. On peut faire plein de choses pour essayer de l'éviter. Et puis surtout, c'est une maladie qui mène à la cécité. Donc, c'est très important d'être au courant et de pouvoir régulièrement se faire vérifier la vue, de s'assurer qu'on n'a pas cette maladie qui démarre. Alors, pour cela, on a invité la doctoresse Gordana Sunaric-Mejvan, qui est une experte en la matière. Elle a fait sa formation à Genève. En fait, elle est née à Sarajevo. Sarajevo, c'est quand même une ville mythique au niveau de la Bosnie. Il y avait toutes les cultures qui y étaient. Excusez-moi. Et puis, quand elle a commencé à vouloir faire ses études de médecine, son papa, qui était à Zurich, lui a dit « Pas question, tu viens à Zurich. » Mais comme c'était une femme de caractère, il a dit « Pas question, je viens à Genève. » Et c'était un très bon choix. Donc, de Zurich, elle est venue à Genève, elle a fait sa formation à Genève en médecine au départ, des études de médecine, puis en ophtalmologie. Elle est allée ensuite à Cape Town, en Afrique du Sud, pendant 3 ans pour se former dans les techniques de traitement et de chirurgie au niveau du glaucome, avant de revenir à Genève, où elle est devenue la responsable de l'unité du glaucome, ici aux HUV, avant de s'installer à la clinique générale Beaulieu. Mais c'est quelqu'un qui garde une dimension internationale, d'une part, par ses études et ses publications, son enseignement aussi. Elle fait partie du European Board of Ophthalmology, avec dans le secteur aussi du glaucome. Elle est même la présidente à ce niveau-là. Elle continue à être très active et elle a la générosité aussi de partager ses connaissances. On était il y a 3 semaines ensemble au Kyrgyzstan, un pays où le glaucome existe aussi, il n'y a pas de programme national à ce niveau-là. Et c'était l'occasion un peu de réveiller tout le monde en disant c'est quelque chose que vous devez faire. Et vous avez une excellente experte qui est là, qui va vous aider à mettre ça sur pied. Alors, sans plus tarder, je te passe la parole, Gordana. Merci à tout le monde. Merci, c'est un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui et un immense plaisir. Et j'aimerais remercier le professeur Louis Doutan pour cette d'abord très gentille introduction et cette invitation. Effectivement, j'ai intitulé cette conférence aujourd'hui La maladie, ce mal surnois. Et j'aimerais pendant les quelques minutes ou quelques 3/4 d'heure presque vous persuader qu'effectivement, même aujourd'hui, et dans notre pays où nous avons toute la technologie et tous les moyens possibles, et de la prévention et du traitement, le glaucome reste quand même une maladie qui rend malvoyant et qui peut encore rendre aveugle. Et il faut la connaître, il faut en parler, et j'espère qu'aujourd'hui, je pourrai vous démontrer certaines de ces points. Ici, le sommaire. Tout d'abord, avant de parler de glaucome, il faut juste un tout petit peu, pour ceux qui ne sont peut-être pas médecins dans la salle ou scientifiques, définir ce que c'est en général l'anatomie de l'œil, et puis parler un peu plus en détail de la maladie. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait me dire peut-être quelle est la taille de l'œil, quel est son poids? Est-ce que vous aurez une idée? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Qu'est-ce que vous pensez? 1 kilo, un demi-kilo? Certainement pas. Qu'est-ce que vous pensez? 50 grammes? Vous serez étonné. 7 grammes. C'est tout petit. Et ça équivaut à une petite pièce de 1 euro. C'est rien. Et regardez la petite taille qu'il fait en longueur axiale, 24 mm. C'est vraiment un organe extrêmement petit. Mais qu'est-ce qu'il est important? Et comme le professeur Doutan disait, c'est vraiment la fenêtre vers l'extérieur. Il nous montre le monde tel qu'il est, ou alors déformé,
ou alors inversé comme dans un miroir. Et l'œil nous renvoie aussi à travers le regard des autres l'image de nous-mêmes. Donc psychologiquement, c'est un organe extrêmement important. Évidemment, on ne parle même pas des expressions qu'on peut refléter à travers l'œil. Mais pour avoir toutes ces fonctions, l'œil doit être parfaitement intègre, non seulement anatomiquement, mais aussi physiologiquement. Tout doit marcher comme il faut. Et ici, juste rapidement pour vous montrer comment la vision normale marche, pardon, j'espère que ça va venir. Est-ce que ça va aller? Une petite vidéo qui devrait marcher. Est-ce que vous pouvez juste... Voilà, ça vient. Alors, la lumière rentre par la cornée, qui est transparente, à travers le diaphragme, la pupille, ensuite passe à travers le cristallin qui est convexe, et à cause de cette convexité, renvoie l'image inversée au niveau de la rétine. Si une de ces structures ne marche pas bien, évidemment, notre vision va être distordue ou pas juste. Un exemple, par exemple, la cornée, si elle n'a pas la courbure qui est physiologique, on aura un astigmatisme. Et saviez-vous qu'on dit, par exemple, El Greco, ces longilignes de ces personnages très longilignes qu'il a peints peuvent peut-être revenir du fait qu'il avait un astigmatisme qui n'était pas corrigé à l'époque. Vous connaissez certainement tous l'histoire de Turner et sa cataracte. Quand il peignait avec l'âge, tout devenait beaucoup plus flou et à la fin, tous ces tableaux devenaient presque abstraits. Et on ne savait plus du tout ce qui était le fond et ce qui était l'horizon. Et la même chose avec Monet. La cataracte chez Monet est quelque chose extrêmement bien documenté. Son pont de Giverny devenait de moins en moins structuré. Les couleurs perdaient complètement les couleurs bleues parce que la cataracte les absorbait. Et effectivement, une fois quand il a été opéré, ça explosait. Il n'avait de nouveau pas la finesse de la structure parce qu'il est resté apaque, on est enlevé le cristallin. Il lui fallait des grosses lunettes pour pouvoir mettre le focus sur la rétine. Mais les couleurs chaudes sont revenues. Mais j'aimerais plutôt intéressé aujourd'hui sur cette partie postérieure de l'œil, la rétine. Et quand vous allez chez un ophtalmologue, quand il vous dilate la pupille, c'est ce qu'on voit. Cette magnifique couleur rouge, qui est en fait le reflet de la choroïde, qui est une couche encore plus en profondeur, vasculaire, ce nerf optique, et puis tous les vaisseaux que vous voyez ici, des veines et des artères rétiniennes. Et en fait, toute la vision, le processus de la vision se passe dans un premier temps dans cette rétine. Ici, ce schéma est extrêmement complexe parce que le processus de vision est complexe. Je ne vais pas aller dans tous ces détails, mais il est important de comprendre que la lumière est projetée à travers la rétine au niveau des cônes et des bâtonnets, qui sont donc les photorécepteurs, et qui va être ensuite travaillé par des tas de processus biochimiques à l'aide de des tas de nombreux neurotransmetteurs et récepteurs, va être projeté en arrière vers les cellules ganglionnaires, et c'est grâce au axone de ces cellules ganglionnaires qu'elle va être acheminée, donc en forme d'électricité ou de coups électriques, au niveau du nerf optique. C'est ça le nerf optique. Et lui, le nerf optique, c'est ça. En fait, c'est un faisceau qui rassemble tous ces 1 500 000 axones qui ensuite voyagent vers le cerveau. Ici, vous pouvez voir ça. Donc, le nerf optique est extrêmement important dans l'œil. Si le nerf optique est coupé, l'œil reste normal. On ne voit rien d'anormal, mais la vision est complètement coupée parce que c'est le lien entre l'écran, si vous voulez, la rétine, et le travail qui se passe au niveau du cerveau. La particularité du nerf optique, c'est que chaque œil en a un. Ici, vous voyez, gauche, droite. Et ce nerf optique va passer par le chiasme. Ensuite, il va vers d'autres passages au niveau du cerveau jusqu'au cortex visuel qui est l'occiput. Donc, quelqu'un qui tombe en arrière et qui dit qu'il ne voit plus rien, effectivement, c'est qu'il a une hémorragie ou un problème derrière. Ça n'a plus rien à voir avec l'œil. La particularité aussi du nerf optique, c'est que il croise au niveau du chiasme. Vous voyez qu'ici, la partie droite de la rétine ou des axones de cette rétine va croiser ici, mais de la même façon, la partie nasale va croiser. Donc, si on a un problème au niveau de l'hémisphère cérébral droit, un anévrisme, une hémorragie, une tumeur, on le verra en fait au niveau du champ visuel opposé à gauche. Et ici, nous, grâce au champ visuel, ce test qu'on fait quand on examine un œil, en général la fonction visuelle, les ophtalmologues peuvent exactement vous dire, grâce
à ces particularités des scotomes, donc des manques de vision au niveau du champ visuel, où se trouve l'altération sur la voie visuelle depuis l'œil jusqu'à l'occiput. Mais revenons au glaucome. Le glaucome la maladie se situe au niveau de la tête du nerf optique, de l'entrée de ces axones vers le faisceau, le nerf optique lui-même. Ici, je vous montre un nerf optique tout à fait normal. Vous voyez ici, il y a une petite rondeur ici, ça s'appelle l'excavation à travers laquelle sortent les vaisseaux. Vous voyez tout de suite ici qu'ici, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a une excavation beaucoup plus grande, cette partie, cette plaque blanche. Pourquoi? Parce que tous ces axones ici, qu'on voit bien, qui rentrent à l'intérieur, ils ont été grignotés. Et ils ne sont plus, ils sont atrophiés, ils sont morts. Ici, une coupe histologique, ça c'est un nerf optique normal. Et ici, vous avez cette fameuse excavation, tous ces axones qui, au bord de la papille, on appelle comme ça le disque, la tête du nerf optique, ont été grignotés, ils ne sont plus. Donc, définition du glaucome, c'est un groupe de maladies multifactorielles qui est défini par l'altération chronique, progressive et lente, j'ajouterais, du nerf optique, et induisant une perte de la fonction visuelle. Donc, si nous avons des axones qui ont été grignotés par la maladie, et je vous dirai ce qui la grignote après, on voit ici que les axones manquent. Le champ visuel, comme nous le voyons, puisque tout est inversé, on aura un scotome, un déficit visuel en supérieur. Malheureusement, l'étiologie est extrêmement complexe du glaucome et c'est une maladie multifactorielle et pas tout est encore connu. C'est pour ça que c'est si difficile de le soigner, mais aussi de le diagnostiquer parfois. J'ai parlé de groupes de maladies. Pourquoi groupe? Parce que vous avez certainement entendu parler de glaucome à angle ouvert, glaucome à angle fermé. D'ailleurs, si vous ouvrez des notices de différents médicaments, vous allez lire dedans surtout pas prendre ce médicament si vous avez un glaucome à angle fermé ou un angle ouvert. Et on va discuter de ça. Et chacun peut de nouveau être dans des sous-groupes primaires ou secondaires, c'est-à-dire soit familial, soit secondaire suite à un traumatisme, suite à une autre cause. Qu'est-ce que ça veut dire un angle ouvert? Là, on va se diriger vers la partie antérieure de l'œil. Donc, nous avons la cornée, nous avons l'iris avec la pupille et la lentille. Entre la cornée et l'iris, ici, il y a un angle. Et on parle de cet angle-là. Et dans cet angle, sur 360 degrés, il y a une maille trabéculaire, comme un filtre qui se trouve, qui s'appelle le trabéculum. Et ce filtre est là, en fait, pour filtrer le liquide qui vient. Toutes les minutes, nous avons 2 microlitres d'humeur à queue qui est créé à l'intérieur de l'œil. Ça n'a rien à voir avec des larmes. Les larmes, c'est l'extérieur. Là, on parle du liquide intraoculaire. 2 microlitres. Mais pour que ces 2 microlitres ne remplissent pas l'œil pour qu'il explose, évidemment, il faut qu'il quitte l'œil. Vous êtes d'accord? Et il quitte par justement ce trabéculum, cette maille trabéculaire qui laisse passer le liquide. Peut-être retient des pigments, travaille avec les enzymes sur les pigments, le nettoie et laisse passer. Donc, il y a un cycle continuel de production d'humeur aqueuse et de l'évacuation, ce qui nous donne un tonus au niveau de l'œil qui est plus ou moins normal. Maintenant, si on parle d'un angle fermé, regardez ici l'iris, qui ici laisse cet angle ouvert, ici elle le bloque. C'est comme si elle est attirée. Elle bloque complètement ce trabéculum et cette sortie. Donc le liquide est produit ici, il passe en avant avec difficulté ou alors il est plutôt accumulé derrière et la pression augmente énormément. Donc la différence de ces deux types de glaucome, c'est que celui, ou plutôt de prédisposition, c'est de celui-là, c'est un problème lentement progressif, alors que la fermeture de l'angle est quelque chose plutôt aigu. Et d'ailleurs, c'est cette fermeture de l'angle qui a donné le nom à glaucome. Glaukos, on pense que c'était un simple pêcheur dans la mythologie grecque, qui est devenu, par une histoire un peu amusante, ces poissons qu'il avait attrapés tout d'un coup se sont remis à marcher quasiment vers la mer. Il a plongé derrière eux, il est devenu lui aussi un poisson. Et puis il a vécu dans cette mer bleue. C'est le fils d'ailleurs de Poséidon Naïs et il était terriblement respecté par les Grecs à l'époque parce que c'était une divinité qui était capable à prédire des maladies. Et en fait, la couleur qu'on a dessinée, la couleur qui lui appartenait, c'était une couleur intermédiaire entre bleu et vert. Et c'est exactement la couleur qu'un glaucome à angle fermé peut créer parce qu'il crée un œdème cornéen.
Et c'est ça la couleur qu'il avait. Et à l'époque, donc avant le XVIIIe siècle, on connaissait que ce type de glaucome parce qu'il était évident, il y avait un problème. L'autre, qui était sournois, glaucome à angle ouvert, je vous expliquerai plus après, on ne le connaissait pas. Et comme vous voyez ici, c'est seulement depuis le 19e, moitié du 19e siècle que finalement on a commencé un tout petit peu à distinguer glaucome à angle ouvert, glaucome à angle fermé, c'est une maladie du nerf optique, etc. On peut aussi dire que le glaucome, par définition, pourrait se définir par l'âge. Nous avons des glaucomes congénitaux, c'est-à-dire les bébés qui naissent à la naissance, et souvent on voit ces bébés qui ont des superbes yeux, et les parents disent « Wow, il a des yeux magnifiques qui sont un peu bleuâtres, avec une grosse cornée ». Attention, c'est dangereux, ça veut dire que c'est un glaucome congénital, et c'est une maladie relativement difficile à soigner, parce qu'il répond relativement mal à différents traitements. Si le glaucome commence plus tard, à partir de 5 ans, comme ici c'est plutôt un type juvénile, et à partir de 40 ans, on l'appelle un glaucome primaire à angle ouvert. C'est une maladie relativement fréquente. 80 millions dans le monde entier en souffrent et environ 15 millions sont malvoyants. Et on pense aussi, à cause de la démographie et différentes autres raisons, il y aura bientôt au-delà de 100 millions de personnes qui en souffrent. Là, on parle de tous les glaucomes confondus. Si on regarde la partie des glaucomes à angle fermé, ils sont beaucoup moins fréquents, un quart. Ils seront probablement un peu plus, évidemment, 10 millions de plus dans les années. Mais là aussi, on peut les distinguer entre forme aiguë et chronique. Et je vous dirai pourquoi après, c'est important. Le glaucome à angle fermé chez nous est relativement rare. Seulement 7,5%. Alors qu'en Asie, Chine, Inde et Asie Sud-Est, 80% de tous les glaucomes à angle fermé sont là-bas. Nous, il y en a beaucoup moins. C'est un problème qui nous touche moins, mais il faut pouvoir le découvrir puisqu'il y a aussi ces formes chroniques qui sont silencieuses et je vous dirai après les facteurs de risque. En Chine, c'est un gros problème parce qu'on pense que des 2 millions de personnes qui sont complètement aveugles, probablement 90% souffrent de ce type de glaucome. Donc c'est vraiment un immense problème là-bas. Chez nous, le glaucome chronique à angle ouvert, la prévalence est entre 3 et 3,5%. Donc, 3 personnes sur 100 ont cette maladie à partir de 50 ans. Le glaucome à angle fermé, seulement 0,2%. Donc, c'est nettement moins fréquent. Sauf que la forme chronique est dangereuse, comme je vous dis, et peut rendre malvoyant sans qu'on se rende compte. Le grand problème du glaucome, c'est 50% des patients qui sont atteints ne le savent pas. Et ça, beaucoup d'études ont démontré ce chiffre. Donc 50% de tous les patients qui souffrent ne le savent pas, puisque ça fait pas mal. On n'a pas l'impression de voir moins bien. On a l'impression que tout va bien, tout est en ordre et que la vision est tout à fait correcte. Et malheureusement, il reste encore le glaucome la première cause de cécité irréversible. C'est ça son grand danger. La cataracte, on peut l'opérer. Aujourd'hui, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on fait des injections, donc on peut faire quelque chose, on peut ralentir la maladie. Toutes les autres, les cornées, on peut les transplanter, mais le glaucome est une maladie irréversible. Ce qui a été touché est touché pour toujours et on ne peut pas aller en arrière. Donc, qui est à risque d'avoir un glaucome? Ça sont tous des facteurs de risque que je vais aller primaires, que je vais passer un à un. Mais j'aimerais aussi vous montrer les facteurs de risque secondaires. Prise prolongée de cortisone, des personnes qui ont des problèmes baptismales ou autres et qui doivent prendre 1 ou 2 ans la cortisone, ils peuvent avoir un problème de glaucome par une introduction d'une augmentation très lente de la pression intraoculaire. Les traumatismes, les contusions, les accidents voiture et autres peuvent en faire aussi. Les inflammations, par exemple, des uvéites herpétiques peuvent faire un glaucome, ou alors des perturbations sanguines, on en reviendra. L'âge est le facteur de risque le plus important. Plus on est âgé, plus on a le risque d'avoir un glaucome. Et regardez ici la prévalence. À partir de 50 ans, si on prend tout le monde, c'est 3,5%. À partir de 70 ans, ça monte déjà à 10%. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer. C'est un patient sur 10 qui risque d'avoir un glaucome. Il faut le traiter. Évidemment, notre population devient de plus en plus âgée, on est mieux en mieux, on est de plus en plus valide jusqu'à grand âge. Et ça, ce sont des études qui ont clairement démontré que même en 2040, regardez le rouge, ce sont des courbes qui montrent l'augmentation du glaucome, non seulement avec l'âge, non seulement par race, mais aussi par région du monde.
et continents. Évidemment, nos patients vivront de plus en plus et la maladie vivra avec eux de plus en plus longtemps. Et comme l'âge et la sénescence rendent l'œil plus vulnérable, le glaucome risque, avec l'âge encore plus important, de devenir tout d'un coup un peu plus cataclysmique qu'il est actuellement. Actuellement, on dit qu'il est linéaire, mais on pense qu'il pourra devenir beaucoup moins linéaire dans le temps et beaucoup plus agressif. Évidemment, l'âge seul n'est pas suffisant. Bien sûr, il faut avoir une fragilité, bien sûr, une prédisposition génétique chez certains, système vasculaire fragilisé, des neurones fragilisés, tout ça qui vient avec la sénescence. Pas tout le monde, évidemment, aura un glaucome. La pression intraoculaire. Beaucoup de personnes pensent que la définition du glaucome, c'est une augmentation de la pression. C'est faux. La pression n'est qu'un facteur de risque. Et c'est très important de comprendre ça, parce que ici, vous avez la distribution normale de la pression. Ici, vous voyez la pression intraoculaire, et ici, vous voyez la fréquence. Donc ici, vous voyez que la majorité des patients, c'est une courbe de Gauss, comme on la connaît très bien, aura une pression moyenne, environ 15 mm/mercure. Mais il y aura des patients qui seront normaux, sans aucune maladie, qui auront jusqu'à 30, et jamais auront-ils un problème de glaucome, et d'autres qui auront presque jusqu'à 5 mm/mercure, donc très bas, et n'auront pas de problème non plus. Mais c'est par des études très nombreuses que l'incidence et le risque d'avoir un glaucome augmente avec la pression. Et ceci est particulièrement important dans la race noire. Les patients africains, ils ont beaucoup plus tôt un glaucome et beaucoup plus agressif. Et ça, c'est probablement à cause d'une prédisposition génétique de la vulnérabilité du maladie. Donc, on peut dire que certaines, avec une pression haute, ne vont jamais avoir un glaucome, et d'autres, avec une pression basse, peuvent voir un glaucome agressif. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc on distingue un peu dans cette fourchette de glaucome à haut ouvert, cette fourchette de glaucome à basse pression ou pression normale et à haute pression. Des études qui ont montré que le traitement de la pression à taux valeur est bénéfique sont extrêmement nombreux. Tout ça sont des études randomisées qui ont montré toujours dans un groupe on traite, l'autre groupe on ne traite pas. Ça peut être des patients avec des très hautes pressions ou des patients avec des basses pressions. Tous montraient un bénéfice si on abaissait la pression encore davantage. Donc, plus basse c'est, mieux c'est. Mais la pression seule ne suffit donc pas pour poser un diagnostic, il faut avoir une susceptibilité individuelle minéralogique, d'où le fait que même des pressions très basses peuvent être mauvaises. Et cette susceptibilité, elle est extrêmement individuelle, on ne peut pas savoir. On sait que certains facteurs peuvent la rendre un peu plus susceptible que d'autres, mais c'est quelque chose qui est très individuel. Et cette individualité, elle persiste non seulement, elle n'est pas seulement ici au bord neurorétinien de la partie, mais elle est aussi dans cette structure ici qui s'appelle la lame criblée. C'est ça la lame criblée. C'est en fait un disque à travers, fenestré, comme vous voyez ici, à travers passent les axones. Soit ils passent en groupement, soit ils passent un peu plus séparés. Et c'est cette zone-là, ici on la voit en temporale inférieure et supérieure du nerf optique qui est particulièrement fragilisée. Et si elle est fragile, même des pressions basses peuvent engendrer une altération des axones et une mort des axones. J'aimerais vous faire une explication par analogie. Si vous avez un paquet de spaghettis qui est très bien compact et plein dans sa cellophane, vous êtes d'accord quand vous achetez à la Migros, c'est très fort, comme ça vous prenez le paquet, vous appuyez dessus des très fortes pressions, rien ne se passera, elles ne vont pas se casser parce qu'elles sont très compactes, elles se tiennent bien. Ben, c'est exactement comme des axones dans un nerf optique normal. C'est ça qui se passe. Mais si vous avez un nerf optique où les axones sont déjà un peu fragilisés parce qu'il y a une prédisposition, ou alors il y a déjà eu des dégâts, il y en a qui manquent, voilà ce qu'ils arrivent à. Même une pression toute faible va les casser et faire du mal à ces axones et engendrer une baisse de la vision. Un autre facteur de risque extrêmement important, évidemment, est l'histoire familiale et peut augmenter le risque jusqu'à 9-10 fois. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a un glaucome, il faut vraiment se méfier, il faut faire des examens et rechercher des facteurs ou des premières signes. Et des études génétiques aujourd'hui ont clairement démontré non seulement des gènes, mais également des tas de variants qui sont associés à certains de ces facteurs de risque.
descendance africaine, j'ai déjà dit, vous regardez à chaque moment de la vie, à chaque âge, ces barres rouges, ce sont des patients d'origine africaine. Ils ont toujours un risque beaucoup plus important d'avoir un glaucome que nous, les Caucasiens. La pseudo-exfoliation, pourquoi j'en parle ici? C'est quelque chose de très particulier. Peut-être certains d'entre vous qui est allé chez des ophtalmologues avaient entendu parler de ça. C'est un syndrome systémique. Quand on dit systémique, ce n'est pas seulement lié à l'œil, c'est partout. Et pourquoi c'est important d'en parler? Parce que 30% de nos patients qui ont un glaucome en Suisse en général, en Europe également, ont ce syndrome de pseudo-exfoliation. C'est aussi quelque chose qui vient plutôt avec l'âge, avec la sénescence, et c'est une sorte de ralentissement du métabolisme. C'est comme si dans le corps, il y a le métabolisme qui se fait, mais la poubelle n'est jamais amenée et jetée là où il faut. Donc la poubelle et les petits matériaux qui devraient aller à la poubelle, ils s'accumulent au niveau de l'œil et surtout au niveau de cette trame trabéculaire dont je vous ai parlé avant, où le liquide doit passer, bouge cette trame trabéculaire et il faut augmenter la pression. Si on dissèque le patient qui a cette pseudo-exfoliation au niveau de l'œil, on va en trouver au niveau du cœur, du foie, du rein, partout, mais nulle part ça fait véritablement des dégâts, sauf au niveau de l'œil. Et pourquoi c'est important? C'est un glaucome particulièrement agressif et particulièrement difficile à traiter. Et très rapidement, il faut passer à des chirurgies et des traitements un peu plus agressifs. La myopie est un facteur de risque. Chez nous, la myopie n'est pas encore une épidémie. Comme vous le savez, en Asie, aujourd'hui, on dit que 90% des enfants de 18 ans sont myopes. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui a à faire avec la mode de vie. Les enfants sont beaucoup plus de près, ils vont beaucoup moins à l'extérieur, il y a beaucoup moins d'illumination, ils jouent beaucoup moins dehors. Chez nous, ça va venir gentiment. Et le glaucome, chez un myope, est effectivement un problème. Donc, quelqu'un qui a une myopie entre moins 3, moins 4, 10, il a un énorme risque de glaucome. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi toujours savoir. Donc, ça ne suffit pas d'aller chez le opticien changer ses verres de myopie. Il faut aller chez l'ophtalmologue qui peut vraiment faire le diagnostic d'un éventuel glaucome. Et ça ne veut pas dire que si vous avez une myopie et que vous vous êtes fait opérer par les lasers, l'œil myope reste l'œil myope. Ce qu'on a juste changé, en fait, c'est l'optique. Donc, même après une chirurgie, même après chirurgie de la cataracte dans une haute myopie, il faut quand même, on a cette même prédisposition d'avoir un glaucome. Et puis la dysrégulation vasculaire, un peu controverse comme sujet, mais de nouveau, on entend souvent parler des patients qui ont ce syndrome d'hypotension systémique, des vasospasmes, un rénal. Donc vraiment, une hypoperfusion constante pourrait éventuellement avoir des problèmes. Et parfois, c'est lié aussi avec la pression. La pression, dans certains cas, peut engendrer, au niveau du nerf optique, qui est hypoperfusé, des problèmes de type glaucome. Qu'est-ce qu'on fait comme examen pour déterminer? On fait un examen à la lampe à fente qui nous montre tout le segment antérieur, donc tous ces signes qu'on peut regarder, tous ces différents types de glaucome qu'on peut. C'est un groupe de maladies, comme je dis tout à l'heure. Évidemment, la pression est extrêmement importante parce que même si c'est un facteur de risque et pas la seule raison, il faut qu'on la connaisse et c'est la seule qu'on peut traiter par la suite. Et puis, ce qui est très important, on va devoir faire les tests fonctionnels, c'est-à-dire les champs visuels. Parce qu'on doit savoir, c'est pas parce que vous voyez 10 dixièmes comme ça que votre champ visuel est vraiment sain. Et je vais vous montrer après pourquoi c'est tellement difficile pour soi-même de s'apercevoir de ça. Et puis, il faut aussi avoir, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces tests de structure, c'est-à-dire avec cet examen-là, qui prend environ 5 minutes, c'est comme une IRM du nerf optique. On fait une coupe du nerf optique et on regarde l'épaisseur de ces axones. Si les axones ont été touchés, on aura évidemment une épaisseur qui est moindre. Et ce test-là précède le champ visuel. On dit qu'il faut environ 20 à 25% de perte de fibres nerveuses des axones pour qu'enfin le champ visuel montre quelque chose. C'est pour ça que l'ophtalmologue vous dira toujours, quand vous dites non, pas aujourd'hui, s'il vous plaît, le champ visuel, je suis fatiguée, il faut faire les deux. Parce que c'est en examinant les deux ensemble qu'on peut avoir une idée, est-ce que c'est quelque chose qui est altéré ou pas. Et une autre chose, c'est le champ visuel nous donne la possibilité de savoir est-ce que la vision est malade, ou est-ce qu'elle est normale, ou est-ce qu'elle est absente. Alors que l'examen, c'est pas seulement on-off. Ça veut dire si les fibres sont là, elles sont là, on les voit. Si elles sont mortes,
elles sont mortes. Mais le champ visuel nous montrera quelles sont les cellules qui sont dans un coma, dans une maladie qu'on pourrait éventuellement ressusciter si on traite juste. Donc, c'est très important de faire les deux. Une fois le diagnostic posé, on détermine le traitement. Et le traitement, tous les traitements visent, aujourd'hui, malheureusement, c'est la seule chose qu'on a, abaisser la pression intraoculaire. Et comment est-ce qu'on va déterminer comment est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est un peu compliqué comme diagramme, mais juste pour vous dire, il y a plein de paramètres qui rentrent en cause quand on détermine qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme pression chez une personne donnée. Si quelqu'un a une maladie très avancée, on doit avoir une pression très basse, comme je vous ai montré les spaghettis. Il faut vraiment que la pression soit basse pour que ces spaghettis ne se cassent pas davantage. Si quelqu'un est très jeune, évidemment aussi, parce qu'il a une très longue vie encore, on va essayer de l'abaisser parce qu'on veut préserver la vie. Si quelqu'un a 95 ans et puis un petit glaucome qui est débutant, on sait que ça va progresser très lentement. On ne va pas être très agressif, on va être beaucoup moins agressif, on va juste garder la qualité de vie du patient. Et qu'est-ce qu'on a comme moyen de thérapie? Les gouttes et les gels, les lasers et la chirurgie. Les gouttes, soit on diminue la production de ces 2 microlitres d'humeur aqueuse que je vous ai mentionné tout à l'heure, et ça sur les bêta-bloqueurs, inhibiteurs d'acide carbonique et des agonistes alpha-2, ou alors on augmente l'évacuation, qui sont les prostaglandines, et ceux peut-être entre vous qui êtes traités, les prostaglandines, c'est notre premier choix. Eux, ils augmentent l'évacuation. Mais malheureusement, les gouttes ne sont pas anodins. Tous ceux qui ont déjà essayé de mettre des gouttes contre le glaucome, soit c'est des intolérances, soit c'est des allergies un peu plus rarement, mais c'est quelque chose qui est extrêmement pénible. La prévalence dans la population de l'œil sec est déjà relativement élevée à partir de 65 ans. Un tiers de la population a un œil sec parce qu'on n'a plus la production des bonnes larmes de bonne qualité. Chez les glaucomateux, c'est 2 fois plus grand. Donc, c'est extrêmement un effet secondaire extrêmement pénible. Et évidemment, les gouttes antiglaucomes peuvent induire une cataracte beaucoup plus profondément que vous aurez autrement une cataracte, qui est effectivement un effet secondaire très peu désirable. Et avec les prostaglandines, latanoprost, monoprost, xalatan, tous ces magnifiques médicaments qui marchent très bien parce qu'ils abaissent la pression extrêmement bien de 30% et il faut les mettre qu'une seule fois, mais on a ça, qu'on appelle ce syndrome de PPO, periorbital palpebral orbitopathy. Ça veut dire qu'il y a un enfoncement de l'œil parce qu'il y a une fonte de la graisse et une pigmentation périoculaire, une poussée des cils. Donc, ce n'est pas très esthétique si on le met seulement dans un œil. Souvent, on doit l'arrêter chez les patients et changer de traitement. Évidemment, il y a tous les effets systémiques. Ici, ils sont toute la liste, pas tout le monde évidemment a ça, mais il faut faire attention aux asthmes, aux bronchospasmes, à des fatigues et des médicaments qui vraiment peuvent vous rendre presque endormi, il ne faut pas conduire, etc. Donc, les gouttes, ce n'est pas vraiment idéal. Et en plus, parce que vous ne vous rendez pas compte, ou les patients ne se rendent pas compte du bienfait des gouttes, parce qu'on ne se rend pas compte de sa maladie, ils ne les mettent pas. Et on pense qu'il y a environ un tiers des patients qui ne sont pas compliants ou pas adhérents au traitement. Ils ne les mettent pas. Le médecin le prescrit. À la limite, le patient, le soir, avant d'aller revoir le patient 6 mois après, le met. Donc, la pression est parfaite. Il rentre à la maison, il ne les met plus et la maladie continue. Effectivement, c'est un gros problème parce qu'on ne se rend pas compte de cette maladie qui est progressive et qui ne nous fait aucun effet. Et à quel point c'est mauvais? Cette étude a montré, j'aimerais juste rapidement vous montrer, chez ces patients qui, sur 8 ans, n'ont jamais manqué une seule visite, une seule dose, la baisse de la progression, et je vais vous expliquer ce que c'est en décibels, on compte ça en décibels dans un champ visuel, était de 0,6 acceptable pour quelqu'un qui a une maladie qui est par définition progressive. Mais ceux qui ne le faisaient pas avaient presque 4 fois plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déterminé, qui est clairement démontré et qui est très important en confluence. Si on ne peut pas mettre des gouttes, si on ne réagit pas bien aux gouttes, si on est intolérant, si on les oublie, si on trouve que le patient n'a pas compris, on propose un laser. Aujourd'hui, de plus en plus tôt. Les lasers, en fait, ils agissent de nouveau au niveau de ce trabéculote, cette maille trabéculaire, qui, avec le glaucome, commence à se boucher. Ça, c'est le glaucome primaire en ouvert. Sa pathologie, c'est que cette maille devient de plus en plus bouchée et fermée, la fenestration.
Et donc, on fait comme des trous. Ce n'est pas des véritables trous, mais en fait, on active des tas d'enzymes à l'intérieur de ce trabéculum qui, après, eux, ils ouvrent de nouveau les fenestrations pour que le lumière puisse passer. Malheureusement, ce laser est très peu douloureux, il est très facile à faire. On fait ça à 360 degrés, en 4 minutes, c'est fait. Malheureusement, il n'y a que 60-70% des patients qui réagissent à ça, et pas pendant une longue période, peut-être 2 ans. Donc, ce n'est pas une solution à long terme, malheureusement. Mais on l'essaie. Si on ne l'essaye pas, on ne saura pas si un tel patient est quelqu'un qui va réagir. Il y a d'autres lasers qu'on peut utiliser, mais ça, c'est des iridotomies. On fait un petit trou dans l'iris. C'est dans les cas d'angles fermés ou étroits, où on veut prévenir une fermeture aiguë de l'angle. Donc ça, là, on passe dans les glaucomes à angle fermé. Et ce dernier, on le fait très rarement, l'iridoplastie, aussi au laser, donc des types de glaucomes un peu plus rares, iris plateau. Et la chirurgie. Aujourd'hui, on est vraiment dans un temps, nous, on est glaucomatologues, on est extrêmement heureux et fortunés, ou comme on dit ça, fortunate, d'avoir énormément de différents types de chirurgie pour le glaucome. Et on peut adapter chaque chirurgie à chaque patient. Quand on dit on peut adapter, on va regarder est-ce que c'est un patient qui a une maladie très grave, c'est une maladie qui n'est pas encore avancée, mais c'est quelqu'un qui est jeune et si on le laisse, il ne peut pas mettre des gouttes ni laser, il va forcément avancer. Donc, vraiment, on titre comment est-ce qu'on va faire des différentes, quelle chirurgie on va prendre. Évidemment, un des choix le plus important, ou un des paramètres qu'on va regarder, c'est le risque-bénéfice. Et vous voyez ici le laser, les médicaments ont le plus bas des risques, mais aussi le bénéfice est le moindre. Parce qu'on ne peut jamais abaisser la pression intraoculaire aussi basse que dans la trabéculectomie, donc une chirurgie véritable où on utilise des antimitotiques ou des tubes, etc. Et de nouveau, pensez à ces spaghettis. Si les spaghettis sont très lourds, très lâches, et on doit vraiment avoir une pression extrêmement basse, on doit faire une chirurgie. On peut faire tout ça, tout le reste, mais malheureusement, on va se tromper le patient parce que 5 ans après, il va dégrader sa vision et on n'a rien obtenu. Donc, il faut vraiment avoir le courage et le patient et le médecin pour lui proposer parfois des chirurgies un peu plus poussées. Vous allez beaucoup entendre parler des mix minimal invasive local surgery. Comme vous savez, dans tout le domaine médical, on va plutôt aujourd'hui dans le minimal invasive, dans tout le neuro-chir, dans l'ORL, dans le digestif, parce qu'on veut que le patient soit le moins agressé par nos gestes, on ne veut pas ouvrir, on fait plutôt des laparotomies, stomies, etc. Et c'est la même chose chez nous, on essaye de faire des chirurgies qui sont minimalement invasives. C'est des nouvelles chirurgies, et je vais vous donner un avis qui est aujourd'hui un peu accepté par toutes les sociétés ophtalmologiques et de glaucome. C'est malheureusement encore une chirurgie qui n'est pas tout à fait bien développée, dans le sens, on peut la faire, mais elle n'a pas un effet suffisant. Et c'est un peu tromper soi et le patient, parce qu'on les fait chaque fois quand on fait une cataracte, on ne peut pas les faire de façon isolée. On fait une cataracte et on met encore un tout petit drain, ça c'est les différents types de drains que vous avez ici, qui va abaisser la pression d'1 mm/mercure, mais qui va coûter presque 1500 francs de plus. Donc, quelque part, il y a un biais, mais il y a énormément d'intérêt des industries derrière. Et donc là, ce n'est pas encore tout à fait quelque chose qu'on aime faire. On peut le faire dans une population très, très niche, quelqu'un très jeune qui a une petite altération, qui effectivement n'a pas besoin d'avoir une pression très basse et a besoin d'une opération de cataracte, on pourrait éventuellement proposer. Mais ce n'est pas la chirurgie à aller. Les vraies chirurgies sont malheureusement celles-ci. Je ne vais pas vous montrer toute la vidéo parce que je ne veux pas vous faire. Mais c'est ça. Il faut vraiment ouvrir l'œil, il faut travailler dessus, il faut faire des gestes qui sont faits avec les microscopes. Ce sont des chirurgies qui aujourd'hui sont extrêmement bien. Pardon, je vais arrêter comme ça. Vous pouvez ouvrir les yeux. Mais le problème avec le glaucome, c'est une maladie chronique qui, par définition, elle est progressive. Et le but du traitement n'est pas de l'arrêter. On ne peut pas arrêter un glaucome, malheureusement. On peut ralentir la progression. Et pourquoi? Parce que, en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir diagnostiquer extrêmement tôt, éviter que le patient a des champs visuels centrales qui sont altérés, et surtout qu'ils arrivent à ce stade où ils ne voient déjà plus rien. Vous voyez ici sur cette figure que
chacun de nous a une perte physiologique normale. Donc, les cellules ganglionnaires et les axones, comme de toutes les autres cellules dans le corps, on a une perte progressive. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau des cellules, des photorécepteurs, on a plus que 100 millions. Des cellules ganglionnaires, on a 1,5 million. Donc, on les perd petit à petit avec l'âge. Et plus on va vieillir, moins on en aura évidemment. Mais si on a un glaucome qui est léger, on va perdre un tout petit peu plus que la perte physiologique. Et on pense que 0,3 décibels par année, c'est quelque chose qui est vraiment très alarmant. Parce que cette dame, elle ne va jamais arriver à ces 15 décibels de perte significative qui la rendrait malvoyante. Elle va vivre jusqu'à 100 ans, elle va toujours avoir une bonne vision. Et c'est cette patiente dont je vous disais, si quelqu'un est un peu âgé, mais qui a un petit glaucome, les Allemands disent Glaucome, on peut tout à fait être léger dans le traitement et juste accompagner la patiente, pas induire des gros traitements agressifs pour lui rendre la vie encore plus difficile. Par contre, si nous avons quelqu'un qui se présente à ce stade-là avec la maladie et qui progresse rapidement au lieu de progresser comme ça, là, on peut perdre la personne de la vue et le rendre aveugle. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on sache. Et ce qui est important de connaître, c'est le taux ou la rapidité de progression. Et c'est ça qu'on vous demande de faire, ou on demande aux patients de faire chaque fois quand ils viennent, refaire les examens pour pouvoir nous calculer quelle est la rapidité. Et ça, c'est à peu près comment un glaucome progresse si on n'en prend pas soin comme il faut. Et vous pouvez voir, en quelques années, il a quand même beaucoup progressé. La fonction a progressé, ça c'est le calcul du taux, donc on a nos valeurs qu'on accepte et d'autres pas, et on dit aux patients, là, si vous continuez comme ça, dans 2 ans, vous êtes complètement aveugle, ou si vous continuez comme ça, encore 100 ans, vous pouvez survivre. Mais on a exactement les mêmes valeurs de cette fameuse calcul de l'épaisseur de l'équilibre et de la structure. La majorité de patients glaucomes, ça c'est la bonne nouvelle, progressent lentement. Vous voyez, ce patient, il progresse, je ne sais pas en combien d'années, il n'y a pas tellement de progression. Ici, il y a un peu de fluctuation, mais il y a la progression. Il y a environ 10% des patients de tous les glaucomateux qui vont progresser extrêmement rapidement. Et ceux-là deviennent très rapidement aveugles. Et ceux-là, il faut pouvoir les détecter. Et comment on les détecte? En faisant beaucoup d'examens. Et c'est ça qui fatigue les patients. Et c'est pour ça que les patients souvent ne viennent pas à la consultation parce qu'ils se disent « Oh, on fait tout le temps ces examens, pourquoi on fait ça? Ça ne nous donne rien. » Ça donne tellement pour nous, pour notre information. Il y a une étude qui a démontré que si on veut montrer une baisse du champ visuel de 2 décibels par année, ça veut dire en 5 ans, il perd 10 décibels. Je vous ai dit que 15 décibels, c'est déjà la malvoyance. Donc, un patient qui perd 2 décibels par année, c'est énorme. Lui, il lui faut 3 examens par année de champ visuel pour qu'on puisse calculer quel va être véritable son taux de progression. Une fois qu'on a calculé, on peut espacer, mais c'est très important d'avoir le nombre. Pourquoi? Parce que si on a ça, celui-ci qui avance 2,5 décibels par année, regardez comme il devient de plus en plus noir son champ visuel. Vous êtes d'accord? Si on le sait, et si on intervient à ce moment-là, on peut améliorer. On ne peut pas complètement rendre la ligne droite, mais on peut ralentir la progression de sa maladie et éviter qu'il soit malvoyant. Le glaucome, chez les patients, selon la perte, peut aller jusqu'à la difficulté d'avoir la vision des 2 yeux binoculaires, difficulté de se trouver dans un magasin, de choisir des choses, difficulté à la marche. Beaucoup de personnes ont la difficulté à la lecture selon où le champ visuel se présente. Il y a beaucoup de chutes chez les patients qui ont un glaucome, ce qui effectivement, statistiquement, est quelque chose de tout à fait clair. Et puis la voiture, on doit très rapidement enlever le permis de conduire parce que, comme vous le savez, légalement, on doit avoir une certaine valeur du champ visuel latéral et horizontal et vertical pour pouvoir conduire. Souvent, les patients avec un glaucome ne l'ont plus. C'est toujours douloureux de devoir leur dire on est désolé, mais on doit vous enlever mais c'est malheureusement comme ça. Maintenant,
peut-être que vous avez entendu que certaines de vos amies ou autres ont dit oui, mais c'est quand même très bizarre. Je vais chez un médecin, il me dit que j'ai un glaucome, l'autre dit oui, vous avez, mais il ne faut pas traiter. Le troisième dit mais non, ce n'est pas un glaucome du tout. Pourquoi c'est difficile? J'aimerais vous montrer et vous comprendrez pourquoi. Et que ce n'est pas le mauvais côté des médecins. Ils sont tous beaux, mais voilà pourquoi. Le nerf optique, il y a une telle variation de la norme, comme les oreilles, comme les nez, comme tout. On a tous un nerf optique qui est d'aspect différent. Et parfois, cet aspect, chez les myopes particulièrement, est tel qu'on peut pas distinguer. Est-ce que cette excavation est grande parce que c'est la normalité ou est-ce que c'est peut-être parce que c'est la maladie? Et peut-être les médecins ophtalmologues généralistes qui sont spécialisés au strabisme ou autres, et pas du tout l'onglocome, peut-être ils auront un tout petit peu plus de difficulté de vraiment voir. Par exemple, ici, je vous donne, ces trois nerfs optiques sont tous les trois normaux. Mais vous êtes d'accord, ils sont complètement différents. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile. Une autre difficulté, c'est que les examens qu'on fait peuvent nous donner des artefacts. Le champ visuel, ici un champ visuel, une altération qui pourrait tout à fait être un début de glaucome, eh bien non, c'est une blépharochalasie, c'est-à-dire la peau qui est un peu, chez des patients un peu plus âgés qui tombent et puis ils ont les yeux, ils n'arrivent plus à ouvrir leurs paupières. Et ça donne un champ visuel comme ça. Ou alors, la même chose au niveau de la structure. Ça, c'est par exemple un patient myopique avec une atrophie de myope, sans aucun glaucome, mais l'appareil nous dit « Attention, tout est rouge, c'est un glaucome ». Donc, ça peut induire certains médecins qui ne sont peut-être pas expérimentés ou avec expérience de cette partie-là des maladies peuvent dire « Ah, vous avez un glaucome, il faut vous traiter ». Et puis, une autre chose, et c'est une diapositive pour une des personnes ici, il comprendra. Comme je vous ai montré, il y a des gens qui auront une hypertonie intraoculaire, ce qu'on appelle simple. C'est-à-dire, ils vont dépasser la courbe de Gauss, et ils vont être du côté droit. Ça veut dire qu'ils vont avoir une pression élevée, mais jamais avoir un glaucome. Et de ces patients-là, 90% jamais. Ils vont être toujours jusqu'à leur vie, 25, 26, 30 de pression, ils vont être parfaits. Seulement 10% des hypertonies intraoculaires vont créer ou convertir un glaucome. Mais comment savoir? Donc, il y a des médecins qui se disent, « Ouh là là, est-ce qu'il faut traiter tout le monde? Comme ça, au moins, je suis sûre que j'ai traité tout le monde. » Évidemment pas, parce que pour prévenir un seul patient avec une hypertension de développer un glaucome, on surtraite 19 autres. C'est pas bon, à cause des effets secondaires, à cause des coûts, à cause de la peur, psychologiquement le patient a peur, etc. Donc, il faut vraiment traiter que ceux qui ont un facteur de risque. Et de nouveau, là, les médecins qui n'ont plus, les ophtalmologues qui sont peut-être hyper doués dans la cornée, transplantation de la cornée et ne s'occupent pas du glaucome, ne sauront pas. Et peut-être ils vont vous dire, vous allez demander un avis, ils disent oui, vous avez une pression à 30, il faut vous traiter. L'autre dit, mais non, ça va très bien, ne traitez pas. Voilà pourquoi. On a tous un peu raison, mais voilà la raison pourquoi on a tous un peu raison. Et pourquoi le glaucome est souvent si tardivement diagnostiqué? Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais discuter un tout petit peu plus à l'heure. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des flyers ou des journaux qui vous montrent et décrivent ce que c'est un glaucome. Qui a vu déjà des images comme ça dans la salle? Voilà. Donc, vous avez vu, bien sûr, ça se voit. Il y en a plein sur Internet. Vous tapez glaucome, vous avez ça. Ça, c'est complètement faux. Complètement faux. Et le problème que ce genre d'image rendent les gens malvoyants. Pourquoi? Parce que le patient se dit « Ah, ça c'est le glaucome. Ah ben moi j'ai pas ça, donc je ne vais pas aller chez l'ophtalmologue. Je n'ai pas ça, je ne vais pas retourner. Pourquoi on me donne ces gouttes? Je ne vais pas les mettre, moi j'ai pas ça. » Pourquoi est-ce que le patient ne se rend pas compte qu'il a un glaucome? Première chose, parce que nous avons deux yeux, et je vais retourner en arrière, et nous avons un chevauchement, si j'arrive à le faire, chevauchement des yeux. Là, vous avez un champ visuel gauche, un champ visuel droit. Mais vous faites rarement comme ça, vous êtes d'accord? Donc, vous ne vous rendez pas compte que vous avez ces deux. Et quand on a une vision binoculaire, voilà ce que vous voyez. Et vous ne vous rendez pas forcément compte d'une altération. Une deuxième raison qu'on ne se rend pas compte, c'est une maladie lentement progressive. Comme toutes les autres maladies lentement progressives, une cataracte par exemple, beaucoup de personnes avec une vision de 60% par rapport à 100%, viennent et disent « Ah, moi je vois magnifiquement bien ». Mais on dit « Mais non, vous savez, vous n'êtes que 60, vous êtes à la limite de conduire ». « Ah non, mais moi je vois très bien ». Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à la mauvaise vision. Parce que quelque chose qui vient très lentement, on ne le ressent pas. Et troisième chose, et le plus important, c'est le phénomène de remplissage.
Et j'aimerais vous demander d'attentivement regarder cette image. Vous voyez un enfant ici, vous voyez une voiture ici. Qu'est-ce que voit le patient qui a un glaucome modéré, même pas avancé, mais modéré? C'est ça. Donc nous, on n'arrête pas de vous montrer nos champs visuels. Et je l'ai fait de la même façon. Mais je l'ai fait parce que je savais que je vais vous montrer ça après. On vous montre ces noirs et ces choses, et ça c'est votre champ visuel qui est mauvais. Vous, le patient ne le voit pas comme ça. Le patient, avec un glaucome modéré, ne voit pas ça. Pourquoi? Parce que le cerveau est tellement élastique. Le cerveau déteste les trous. Et donc, il remplit, avec tout l'entourage qu'il voit autour, il va remplir son trou. Et dans un glaucome avancé, voilà ce que le patient voit. Donc, quelqu'un qui conduit avec ça, il est hyper dangereux. Je vous remontre encore une fois parce que c'est vraiment, si vous partez d'ici avec une seule message, c'est vraiment ça. Le patient avec un glaucome ne sait pas qu'il ne voit pas parce que notre cerveau est magnifique élastique et il nous empêche de voir nos photos. Ici, regardez, et ici, regardez. Ils disparaissent. Et tout le mur ici, regardez, c'est flou, on veut bien. On peut se dire, oui, mais j'ai un petit cataracte, c'est un peu flou. Non, ce n'est pas la cataracte. C'est un véritable scotome très dangereux. Des chercheurs ont trouvé des patients, ils ont mis un grand groupe de patients, une centaine ou même plus, 300 d'ailleurs, je pense, et ils vous ont demandé qu'est-ce que vous voyez ici sur cette photo. Ils ont pris des glaucomes très débutants, un peu moins débutants, un peu plus alternés. Vous voyez ici la voiture, je vous montre des choses importantes. Vous voyez ici cette fenêtre, vous voyez ça, tout ça, voilà. Et ils leur ont demandé qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez, comme c'est représenté dans les journaux et l'Internet, des taches noires? Est-ce que vous voyez plutôt les tunnels comme ça, un peu flous, ou les parties floues? Qu'est-ce que vous voyez? Et ce qui est très intéressant, regardez ici le flou. Plus que la moitié a montré que c'est en fait des flous dans les bords qu'ils voient. 26% ont trouvé qu'il y a des parties qui manquent. Regardez, il y a la fenêtre qui manque, ils ne la voient pas. Mais ils ne se rendent pas compte. Si on ne leur pointe pas le doigt dessus, ils ne se rendent pas compte. Seulement 16% ont trouvé, ah non, moi je ne sais pas, je n'ai rien vu. Et puis 0% ont vu ça. Donc ce qu'on nous montre et ce que les gens croient, le glaucome n'est pas du tout le glaucome. Et c'est pour ça que les patients consultent tard. Ça, c'est un examen comme nous, on le représente pour nous pour qu'on puisse voir. Mais le patient ne le voit pas. Donc, si à la consultation, je dis à mon patient, regardez votre champ visuel, il est catastrophique, là vous êtes aveugle, et là vous êtes... Il dit, mais pas du tout, là je vois 10% et un tout 100%, et il peut voir 100% ensemble. Mais le tunnel, il ne le voit pas, parce que c'est un tunnel complètement flou et il est rempli par les couleurs noires et grises de l'entourage. Ce qui est un problème encore véritable dans le glaucome, c'est que ça, c'est une étude suédoise, donc c'est pas en Afrique ou quelque part où c'est pas tout à fait médicalisé. Une étude rétrospective qui a montré que dans le divan des patients avec un glaucome, 43% seront aveugles d'un œil au courant de leur divan et 16% aveugles dans les deux yeux. Ça veut dire un risque de devenir aveugle de 50% dans un œil et 18% dans les deux après 15 ans. Donc, c'est vraiment un grand souci. Aujourd'hui, la non-compliance est un grand problème. Donc, les patients ne mettent pas leur route parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont le glaucome, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne voient pas, parce qu'ils pensent que ce que le médecin a dit n'est pas tout à fait juste. Donc, la recherche est extrêmement maintenant dynamique. Comment est-ce qu'on peut éviter de donner les gouttes? On peut injecter des médicaments dans l'œil, pas terrible, les gens n'aiment pas trop. On peut mettre ces anneaux, on peut injecter dans les canaux lacrymaux, des toutes petites choses comme ça, ou alors on peut mettre des lentilles imbibées avec des médicaments comme des lentilles pordinium. Il y a aussi des nouveaux optojets, on ne peut pas l'avoir partout, je pense en Suisse, ce n'est pas encore commercialisé, mais c'est une bonne manière de mettre la bonne dose et pas mettre partout des gouttes qui donnent après des effets secondaires et des intolérances au niveau des paupières. Le futur est probablement dans la neuroprotection. La neuroprotection, qui, avec tous les facteurs neurotrophiques, on essaye de préserver ces cellules ganglionnaires qui, pour le glaucome, sont vraiment déterminantes. On essaye de les faire par différents moyens. Il y a par exemple la vitamine D3, la nicotinamide, on en parle beaucoup maintenant. Actuellement, dans le monde, il y a 5 grands centres universitaires qui font ces études. Suède, les États-Unis, je crois en Australie quelque part, aussi en Europe, un centre. Et c'est donc une vitamine
Et on pense qu'elle est là pour diminuer la vulnérabilité des mitochondries. Et on pense que au sein des cellules ganglionnaires rétiniennes, c'est les mitochondries qui sont celles qui sont attaquées pendant le glaucome. Et c'est ça qui est terriblement bien. Et puis, évidemment, la thérapie génique. Et donc, dans tous les autres domaines, l'œil est particulièrement bien pour avoir des différentes stratégies géniques. Mais pour l'instant, tout ça est encore expérimental, on n'a pas encore trouvé. Mais c'est des espoirs. Comme les cellules souches, on pense par exemple à ce fameux trabéculum qui est bouché. Si on arriverait à une régénération, un remplacement du trabéculum, ça aiderait à un meilleur passage du liquide de l'humoracule. Évidemment, les big data et l'intelligence artificielle, un immense espoir, comme dans d'autres domaines. Et comme vous savez, dans tous les domaines médicaux où la technologie est importante, où les imageries est important, et nous, en ophtalmologie, l'imagerie est extrêmement importante pour nous. Les champs visuels, en chirurgie, en médical, en diagnostic, en thérapie, et on espère énormément qu'on puisse avoir, avec ces grandes données, et avec l'intelligence artificielle, améliorer l'acquisition, la simulation, l'analyse des données digitales, même en chirurgie, améliorer et prévoir les complications chirurgicales. Et évidemment, dans l'éducation à longue distance, on pourrait nous opérer ici et puis aider quelqu'un qui est en Afrique sous un autre microscope. Mais évidemment, nous connaissons tous des énormes... Ah, ça ne touche plus, ça s'est arrêté là. Est-ce que vous pouvez... Donc, l'espoir est une chose, mais les limitations sont une autre. Et voilà, les limitations, on la connaît aussi. Évidemment, la nature des données, la qualité des données. Pas tous les données sont les mêmes, on ne peut pas le mélanger, les pommes et les poires. Les contraintes logistiques et légales sont immenses, donc on n'y est de loin pas. Et les erreurs et les biais d'une automatisation, d'une intelligence artificielle ne sont pas encore tout à fait réglés. Le black box, on ne sait même pas comment la machine arrive à certaines diagnostics. Je ne sais pas si vous avez entendu peut-être parler d'un travail qui était extrêmement écrit dans tous les journaux. On a pris un millier de patients avec une rétinopathie diabétique qu'on peut voir très bien au niveau du fond de l'œil avec des petites hémorragies, etc. Et nous sommes les premiers parfois à diagnostiquer un diabète chez les patients. Et on a essayé d'apprendre l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut être mieux que l'humain pour diagnostiquer très précocement une rétinopathie diabétique. Et effectivement, l'IA a fait extrêmement bien. La machine a vraiment détecté chez les patients, même s'il y avait le moindre petit. Mais à la fin, dans le résultat, est sorti un autre résultat. L'IA a su dire qui était homme de ces fonds d'œil et qui était femme. Alors que nous, incapables, nous les médecins, vous nous montrez les fonds d'œil, incapables de dire qui est un fond d'œil d'une femme. Donc, et ça, c'est ce fameux black box design. On ne sait même pas comment la machine a appris elle-même, et c'était juste en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui reste encore un tout petit peu dans le noir. Et évidemment, la sécurité et l'adéquation des analyses automatisées est quelque chose qui n'est pas tout à fait encore réglé. Et puis, je vais vous demander encore, vous s'est arrêté, je pense voilà la prochaine. Donc tout ça, tout ce que je vous ai parlé les dernières quelques minutes, c'est des développements en cours, vous pourrez encore appuyer une fois. Et puis, il y a 15 000 difficultés encore qu'on va voir ensemble et régler. Oui, je pense que j'arrive là à la conclusion. Donc, ce que j'aimerais vous montrer que, allez-y, la prochaine encore, nous avons aujourd'hui, nous connaissons beaucoup du glaucome, pas tout à fait tout. Nous avons déjà des moyens énormes de prévention, de thérapie, de suivi, mais malheureusement, beaucoup de gens encore deviennent malvoyants et aveugles à cause de cette maladie. Donc, il faut qu'on informe et éduque la population encore mieux que ce qu'on fait déjà jusqu'à maintenant. Il faut cibler les patients qui ont vraiment des facteurs de risque, comme vous les avez vus, génétique, familiale, race, etc. Et puis, il faut améliorer évidemment la compréhension et parler et expliquer l'enjeu du traitement patient. Comme je vous ai dit, la prévention est extrêmement importante. Donc, on dit toujours à partir de 50 ans, chacun devrait faire un examen ophtalmologique. Chacun. Un premier examen pour voir où ça se situe. L'ophtalmologue pourra vous dire, vous avez un risque, vous n'avez pas de risque, vous avez un risque familial, donc venez déjà dans une année. Vous avez une hypertonie, revenez dans 6 mois pour qu'on évalue un peu si vous êtes à risque de continuer, de progresser ou pas.
Les nouvelles technologies sont nombreuses et ça va extrêmement vite. Le glaucome est aussi pour l'industrie extrêmement lucratif. Donc, il y a beaucoup d'enjeux financiers et donc les boîtes pharmaceutiques et les industries en général mettent énormément de moyens dans les nouvelles technologies. Et on va arriver dans les prochaines années vraiment à des choses assez extraordinaires. Et puis, comme je vous ai dit, la thérapeutique est quelque chose qui bouge. Vous pouvez appuyer la dernière diapositive. Et là, j'aimerais juste, s'il y a des choses à prendre avec vous à la maison, n'oubliez pas que le patient avec un glaucome ne voit pas qu'il a sa maladie. Faites des contrôles ophtalmologiques réguliers, c'est important. Non seulement pour le glaucome, il y a d'autres maladies qu'avec le temps, on peut acquérir comme la DMLA, la dégénérescence maculaire. Parlez autour de vous, si vous avez vous-même un glaucome ou quelqu'un autour de vous dans la famille, ça peut sauter une génération. Si votre grand-mère l'avait, vos enfants quand même devraient peut-être être examinés. Suivez le traitement si on vous l'a prescrit, si vous le tolérez. Ne faites pas de tricherie, surtout, et puis n'hésitez pas à faire le pas. Si on vous dit qu'il faut opérer, ne dites pas non, le glaucome ne s'opère pas. Aujourd'hui, avec les moyens aujourd'hui technologiques et les connaissances et l'expertise qu'on a, la chirurgie est vraiment un moyen qui est extrêmement. On doit le faire probablement beaucoup plus tôt que ce qu'on le fait d'habitude. Et avec ça, je vous remercie infiniment. Et je vous Merci beaucoup pour l'exposé très détaillé que tu nous as fait. En même temps, tu nous fais froid dans le dos. En même temps, il y a quand même une note d'espoir à ce niveau-là. Donc, pour résumer, faire des contrôles, puisqu'on ne se rend pas compte soi-même, c'est quoi régulièrement? Admettons, on a 70 ans, il faut y aller toutes les années, tous les 2 ans. Qu'est-ce que tu recommandes? Je dirais, il faut commencer à 50 ans, faire un bon contrôle. Et si là, il y a vraiment rien, il faut aller tous les 2 ans. À partir de 65 ans, je dirais, chaque année, il faudra le faire. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, plein de choses qui peuvent, même au niveau, en dehors du glaucome, des petites dégénérescences rétiniennes périphériques qui lâchent, parce qu'il y a le tissu qui lâche un peu, on évite des décollements, on évite des problèmes comme ça, donc il faut le faire. Prendre la vitamine B3 tous les jours? Alors voilà, ce n'est pas encore evidence-based, mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour les patients glaucomes. Comme tu sais, la vitamine B3 peut être bonne aussi pour d'autres choses, pour d'autres organes, le cerveau et la mémoire, et beaucoup de gens le prennent. Et je sais que tous ceux qui font les études pour le glaucome, les chercheurs eux-mêmes sont en train de le prendre. Alors, question. Merci beaucoup, madame. Ça m'a vraiment intéressée. J'ai un glaucome depuis plusieurs années. J'ai été chez un ophtalmologue qui est sûrement très bien, mais on m'a dit elle n'est pas du tout spécialisée dans le glaucome. Et quelqu'un m'a dit bon, il faut aller chez tel ou tel pour le glaucome. Comment est-ce qu'on peut savoir chez qui aller parce que il y a une série de problèmes oculaires des yeux. Oui, je vous comprends tout à fait. C'est comme moi, si on me dit il faut aller chez un avocat, est-ce qu'il est vraiment spécialisé dans mon domaine? Je ne peux pas le savoir. Alors, je parle un peu à mon avocat qui va me dire ah oui, moi, je ne fais pas ça, il faut aller là et là et là. Je pense que votre ophtalmologue, qui est certainement excellent, mais qui est peut-être plus spécialisé dans un autre domaine, sera le meilleur pour vous dire. Vous savez, moi, si quelqu'un vient chez moi et me dit j'ai un strabisme, j'aimerais beaucoup que vous me traitez, je dis tout de suite, moi j'ai aucune idée, c'est pas du tout mon domaine, j'ai fait ça il y a 20 ans, mais j'en ai plus fait. Donc allez là et là. La même chose chez votre ophtalmologue. Elle vous a pas dit, mais si vous demandez, vous dites j'ai ça, j'aimerais un deuxième avis chez un glaucomatologue, c'est sûr. Oui, voilà. Pardon. Voilà. Que pensez-vous de la lutéine? Alors, la lutéine est excellente. Elle n'est pas tellement bonne pour le glaucome parce qu'elle n'a pas tellement à faire avec les axones. Par contre, pour la macula, elle est excellente. On perd la lutéine avec l'âge. Avec la sénescence, il y a beaucoup de ces substances qui se perdent et on pense qu'une ingestion de lutéine additionnelle est certainement tout à fait bonne. Mais là, on rentre plutôt dans la dégénérescence liée à l'âge maculaire. C'est quoi la lutéine? C'est un pigment qui est au sein de la macula et qui est extrêmement important pour la vision, pour les cônes. Les cônes sont donc ceux qui sont particulièrement, nos photorécepteurs qui sont particulièrement denses au niveau de la macula et qui nous permettent de voir, d'avoir cette vision d'oiseau, si vous voulez.
Par contre, les bâtonnets sont plutôt les photorécepteurs qui sont dans la périphérie, qui nous permettent plutôt de voir dans le sombre. Et les cônes, ils ont besoin de certains pigments, dont certaines substances dans la lutéine pour bien marcher. Et comme avec l'âge, certaines de ces substances diminuent tout à fait physiologiquement, on peut effectivement, si on a une suspicion et des petits signes d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge débutante, qui ne va pas encore vous empêcher de voir, mais on a des petits signes, des drusènes, on appelle ces petits corpuscules, ça peut être tout à fait bien de prendre la lutéine. Ceci dit, il faut quand même dire que peut-être votre ophtalmologue vous dira non, non, ça ne sert à rien. Il a aussi raison parce qu'il y a des études qui ont été faites il y a une dizaine d'années aux États-Unis, mais là on parle du glaucome, on parle dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où on a dit qu'il faut absolument prendre tous ces complexes vitaminés. Une étude aux États-Unis a montré que les gens avec une DMLA vont beaucoup mieux avec ces vitamines. En Europe, c'est pas, ou chez nous, c'est pas tout à fait la même chose. Tout simplement parce qu'on a une nutrition qui est beaucoup plus équilibrée et qui est meilleure. Et déjà, nous mangeons beaucoup de vitamines, déjà beaucoup plus sainement qu'il y a 10 ou 15 ans quand ces études étaient faites. Donc, on est beaucoup revenu de ces vitamines. Elles se vendent encore dans tous les pharmacies, dans tous les... Pourquoi pas? Ça ne peut pas vous faire du mal. C'est vraiment ça. Merci pour ce magnifique exposé très bien illustré. Il y a une chose qui me surprend beaucoup, cette maladie est souvent unilatérale, heureusement, mais on comprend ça. Alors, tu as raison et pas tout à fait raison. Elle est souvent unilatérale. Elle est asymétrique. Et en fait, un glaucome unilatéral, on se pose la question d'un diagnostic différentiel. À ce moment-là, on cherche plutôt un problème, par exemple, compressif au niveau du canal optique, une tumeur, un kyste, ou alors même au niveau du chiasme. Mais unilatéral, c'est plutôt la rareté. Mais l'asymétrie est tout à fait possible. Glaucome, en principe, est bilatéral. Ouais. J'ai un glaucome et j'ai été opérée au mois de juin. J'ai subi 17 injections avant l'opération et ensuite j'attends de reprendre un peu de vue et petit à petit, je vois mieux. C'est mieux, je ne dis pas que je vois comme maintenant, mais enfin, je peux quand même me diriger, ce qui n'est pas mal. Très bien. J'ai quand même 87 ans, je ne peux pas trop entendre. Magnifique. Donc, quand on opère un glaucome, il faut savoir qu'on entre au bloc opératoire en voyant, peut-être pas très bien, mais on sort en ne voyant plus du tout. Parce que c'est vrai qu'avec l'opération, on induit tout à fait une autre anatomie. D'abord, on opère parce que la pression est forcément trop élevée. Mais quand on opère, on laisse sortir le liquide. Et imaginez un ballon complètement gonflé, élastique, on se fait sortir de l'air, il va être complètement dégonflé. C'est exactement ce qui se passe avec l'œil. Et la rétine qui est dégonflée et gondolée, elle ne voit plus. Et donc, ce n'est pas mauvais, c'est normal. Et après une chirurgie, il faut souvent attendre 1 mois, 6 semaines, 2 mois, pour que la vision revienne de nouveau. C'est quelque chose, mais on le dit aux patients, ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous ne voyez pas, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Et c'est un processus, et souvent on dit, regardez, vous opérez un genou, vous n'allez pas faire un marathon tout de suite le lendemain après l'opération de genou, vous allez avoir des calmes pendant 6 semaines, etc. C'est la même chose avec l'œil, il faut attendre, être patient, et puis ça revient. Je vous remercie. Avec plaisir. Madame. Oui, bonjour. J'aimerais vous demander, donc, cette maladie, on ne connaît pas les causes. Comme ça veut dire que tout le monde peut être victime de cette maladie. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on doit faire des gymnastiques, qu'on doit faire des choses pour éviter? Ça serait tellement magnifique si ça existait, mais malheureusement pas. Comme je vous ai montré, il y a un certain nombre de facteurs de risque. Et comme je vous ai dit, si j'ose vous proposer, vous êtes plutôt de l'Asie, je pense, donc vous avez un type asiatique de l'œil, donc vous êtes plutôt, et si vous êtes myope, vous n'avez peut-être pas un angle fermé, mais vous avez quand même un risque d'avoir un certain type de glaucome. Et c'est ça, les facteurs de risque, c'est ça qui est le plus important. C'est chercher les facteurs de risque.
Et je pense que l'information du public général des facteurs de risque est le meilleur moyen de notre prévention. Si on sait qu'on a un facteur de risque, qu'on est peut-être plutôt africain, ou plutôt asiatique, ou plutôt haute myope, ou plutôt on a quelqu'un dans la famille, la grand-mère qui était aveugle dans le glaucome, ou un frère qui en souffre et qui était opéré, tout ça, c'est des facteurs de risque qui sont extrêmement importants et qui doivent vous amener chez l'ophtalmologue. Parce qu'on ne connaît pas la raison pourquoi les allergiques ont... C'est une anatomie spéciale. Alors, tout à fait, on sait. C'est une anatomie de l'œil qui est très spécifique, qui, au niveau du segment antérieur, donc là où l'angle se ferme, l'iris est plus épaisse et la chambre antérieure est un tout petit peu plus shallow, comme on dit ça, plus étroite. Donc, c'est ça qui fait qu'ils ont plus de risque de fermer cet angle. Et ils ont beaucoup plus de formes que nous n'avons pas, cette fameuse iris plateau. Au lieu d'avoir une iris qui est convexe, avec l'angle comme ça, leur iris est plus hautement positionnée, mais elle est droite. Ça, c'est des anatomies un peu spécifiques. Donc, on connaît bien. Et on reconnaît bien et on peut bien les traiter. Merci beaucoup. C'est une question très personnelle. Moi, j'ai été opérée par Dr. Sunrich, merci. Mais ma fille handicapée ne parle pas. Elle avait 50 ans, et comme j'ai entendu, à partir on peut simplement faire visualiser, et elle ne peut pas dire, elle ne peut rien dire. Ah oui, mais on peut examiner. Vous savez, nous, on arrive à examiner le nerf optique, et en examinant le nerf optique, on peut déjà savoir ce qui se passe. Évidemment, c'est plus facile d'avoir d'autres examens avec, mais il y a des moyens, on peut tout à fait diagnostiquer, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Merci. Nadia, une présentation, elle dit un adénome dans les Oui, l'effet. oui. Alors, c'est intéressant, c'est gentil que vous dites ça. Vous avez vu une des premières images que j'ai montrées du cerveau et des nerfs optiques. Et comment nous, on peut, grâce au champ visuel, diagnostiquer certaines maladies qui se trouvent derrière. Et c'est une des maladies, parce qu'il y a un croisement au niveau des nerfs optiques, qui donne tout typiquement un déficit du champ visuel qu'on ne peut pas le manquer. Il est tellement typique de cette pathologie-là qu'on le voit, on le sait, on amène le patient à l'hôpital IRM, vous voyez, si ce n'est pas déjà fait. Mais ça n'a pas d'influence sur le glaucome. Parce que le glaucome, lui, il naît au niveau de l'œil à l'entrée du nerf optique. C'est-à-dire, elle a plutôt, si vous voulez, du sortie du nerf optique vers le cerveau. Donc, cette pathologie n'est pas liée au glaucome spécifiquement. S'il vous plaît, quels sont les méfaits d'un traitement de collyre, par exemple Xalatan, sur un glaucome, un traitement que je suis depuis 20 ans, quand il est bien suivi, 365 jours par an et pendant toutes ces années, quels sont les méfaits de ce collyre, par exemple? Je parle du Xalatan. Alors, le Xalatan était un des premiers prostaglandines. Je pense qu'il est de 1998, quelque chose comme ça, il est sorti, et c'était le boom, la révolution, parce que c'est une prostaglandine, et que les prostaglandines augmentent l'évacuation de l'humeur aqueuse. C'est un excellent médicament, parce que vous le prenez une seule fois par jour, et il vous baisse la pression de 30%. Et ce qui est très agréable avec ce groupe de médicaments, il n'y a pas de tachyphylaxie. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'habituation des récepteurs. Ça veut dire si vous l'avez pris il y a 15 ans, il va être aussi efficace dans la majorité des cas comme il l'était à l'époque, voire un tout petit peu plus efficace. Mais comme j'ai montré tout à l'heure, les prostaglandines ont des effets secondaires. Ils peuvent faire une pigmentation autour de l'œil. Ils font une augmentation des poussées des cils. Et surtout, ce qui était extrêmement inquiétant à l'époque et ne l'est plus du tout aujourd'hui, c'est que chez les gens qui ont des yeux très clairs, un peu vert, bleu, un iris très clair, ils peuvent surpigmenter l'iris et il peut devenir presque brun. Et certains patients avaient peur, est-ce que ça peut donner un mélanome ou pas du tout. Alors la recherche était très claire là-dessus et on a l'évidence que ce n'est pas le problème. Mais c'est vrai que ça peut donner des petites pigmentations, des cernes autour des yeux, et puis voilà. Des rougeurs et des paupières un tout petit peu plus sombres. Mais si ça marche bien, ne changez pas.
Parce que si vous le supportez, si votre pression est bonne, et si votre glaucome surtout, parce que la pression peut être bonne, et on peut... Nous, c'est pas seulement la pression qui est importante, c'est vraiment, j'espère que vous l'avez compris, ce qui est important que avec nos examens fonctionnels et structurels, on a trouvé que vous ne perdez plus les cellules et les fibres, et que votre vision, fonction visuelle reste stable. C'est ça qui compte. Et si vous l'avez avec ce médicament-là, la pression peut même être un petit peu plus haute, c'est pas grave. Il faut continuer. Moi, j'ai juste une question. Il y a une autre affection qui est assez fréquente, c'est les apnées du sommeil. Oui. Et il semble que ce soit lié, et je ne vois pas très bien le lien entre les deux. Oui, alors c'est encore controverse, mais il y a effectivement pas mal d'études qui ont parlé de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil fait une hypo-oxygénation nocturne. Donc, c'est des patients qui arrêtent tout d'un coup de respirer pendant la nuit et ils ont parfois jusqu'à 1 minute, on ne les entend pas, et puis tout d'un coup, ils prennent l'air et puis ils peuvent ronfler, etc. Cette hypoperfusion, on pense, il y a certaines hypothèses qui disent, c'est pas encore tout à fait evidence-based, qu'au niveau du nerf optique, qui a une vascularisation terminale, ça veut dire, imaginez-vous les têtes du nerf optique, il y a 2 petites artérioles qui la nourrissent. Si ces 2 petites artérioles n'ont pas une bonne pression et oxygénation, ben, il va souffrir, la tête du nerf optique. C'est comme si vous arrosez un jardin et vous avez une toute petite pression de l'eau et tous vos roses là-bas, elles vont mourir asséchées puisque vous arrosez que ici. La même chose au niveau du nerf optique. Si la vascularisation n'arrive pas partout, il y a des parties du nerf optique qui vont mourir et donner un aspect relativement semblable à un glaucome à pression normale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression élevée, il n'y a pas d'autres facteurs de risque, sauf cette hypooxygénation d'une vascularisation terminale, d'un organe qui n'a pas suffisamment de vaisseaux qui arrivent. En plus, l'apnée va très souvent avec une hypertonie intraoculaire, une hypertonie systémique qui est mal gérée, parce qu'on arrive difficilement à la traiter. Et cette hypertension peut être aussi de créer des vasospasmes dans ces mêmes vaisseaux terminaux. Donc, il y a une souffrance de la tête du nerf optique. C'est ça un peu l'idée de l'apnée. J'ai une question toute simple. Vous avez mis l'emphasis, disons, l'accent, voilà, excusez-moi, sur la prévention. J'ai compris que la pression, c'est important, mais ce n'est pas le seul facteur. Comment s'appelle l'examen du champ visuel avec la machine que vous avez présentée? Parce que moi, je ne saurais pas quoi demander. Alors, vous ne devez pas demander. En fait, en principe, si vous allez chez un ophtalmologue et vous faites votre premier examen, il ne vous connaît pas. En principe, il va vouloir savoir quelle est votre vision périphérique. Parce que le champ visuel, on va vous faire la vision centrale, l'acuité visuelle, avec laquelle vous voyez 100% là-bas, mais ça ne nous dit pas si vous voyez là. Vous pouvez avoir une tumeur, un adénome hypophysaire, on ne le saura pas avec cette vision-là, mais on le saura avec le champ visuel, puisqu'on aura exactement les scotomes qui, à cause du croisement, comme je vous ai dit, nous montreront ces déficits. De la même façon, vous pouvez avoir, on va avoir, le médecin regardera votre nerf optique, évidemment, et la pression. Donc, il aura déjà une suspicion. Là, il y a quelque chose, vous êtes myope. Donc, chez un myope, on aime bien examiner l'œil un tout petit peu plus à fond. Donc, on vous proposera un champ visuel. Ça va vite, c'est 10 minutes, c'est rien. Et en fait, c'est pas l'ophtalmologue qui regarde votre œil, il vous pose des questions et vous avez à répondre des choses, en fait. Vous n'êtes jamais allé chez un ophtalmologue? Si, mais je n'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir de la machine qui. Ah oui, alors ça, peut-être une fois, vous lui dites, je suis myope, j'aimerais beaucoup une fois avoir un champ visuel. C'est vrai que c'est quelque chose de champ visuel, exactement, champ visuel. Et on fait tout plus ou moins le même programme. Et s'il voit qu'il y a quelque chose, il va adapter. Bon. Merci. Tous les ophtalmologues sont parfaits, on a compris. Ah, Mais l'autre jour, quand je t'ai dit que quand j'avais chez l'ophtalmologue qui me faisait le petit pchit dans l'œil, il m'a dit ça ne sert à rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander? Le champ visuel et pour mesurer la pression. Parce que 80% des ophtalmologues font ça, mais pas les glaucomatologues. Et comme Madame l'a dit justement, pas tout le monde fait la glaucomatologie. On est peut-être 5 à Genève. On est relativement peu nombreux. Pourquoi? Parce que c'est un domaine difficile. C'est un domaine qui est aussi difficile par rapport à patient.
Parce que si vous faites de la rétinologie, si vous faites de la rétine, vous opérez le patient, vous ne le voyez plus. Et puis c'est un succès magnifique chez nous, c'est difficile, on doit accompagner les patients dans les moments difficiles. Donc il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent faire du glaucome, c'est vrai, malheureusement, et c'est difficile de trouver. Mais pour revenir à cette histoire-là, donc 80% des ophtalmologues font un screening, c'est-à-dire ils font un examen pour voir est-ce qu'il y a un problème. Et dans ce screening, il y a une prise de la pression avec un air-PAF. Évidemment, ça va très vite, c'est l'infirmière qui le fait, le médecin ne doit pas perdre le temps, mettre les gouttes, mettre le truc vert, etc. Ça gagne du temps. Et puis, il a tout de suite sur son écran le résultat, il peut avancer plus vite. Parce qu'il est spécialisé d'autres choses, le glaucome ne l'intéresse pas beaucoup. Mais si il faut vraiment se concentrer sur le glaucome, ce chiffre peut nous donner des très fausses valeurs. D'abord parce que la pression intraoculaire, elle dépend de beaucoup de facteurs, de la sclère, de la rigidité de la sclère, de cette partie blanche, de l'épaisseur de la cornée, de la petite fenêtre que nous avons devant. Et donc, si dans la formule de notre mesure que Goldman, un Bernois en 1968 a inventé, il a mis une constante. Et cette constante équivaut à l'épaisseur moyenne de la cornée que tout le monde a. Mais vous, monsieur, vous avez une cornée peut-être à 480 microns, la mienne est à 600 microns, la vôtre est 540, je pense. Donc, chacun a sa propre épaisseur. Donc, si vous remplacez votre épaisseur par une constante, forcément, la mesure va être faussée. Et les air-PAF, cette air, fausse terriblement. Donc, moi, je reçois beaucoup des patients qui disent « Oh, mon médecin a trouvé une pression à 30 ». C'était complètement surévalué puisqu'il a utilisé ce moyen-là. Ou alors d'autres disent « Moi, j'ai aucun problème, j'ai une pression constamment à 10 ou 8 parce qu'on a sous-évalué la pression, surtout avec ce air-PAF parce que la cornée est extrêmement mince. Physiologiquement, de naissance, mince, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance, ça n'a qu'une importance dans la mesure. Donc, si vous pouvez, quand vous allez chez l'ophtalmologue, et il vous fait cet air-PAF, dites-lui juste, est-ce que vous aurez la gentillesse aussi de me faire l'autre tonographie par Goldman, ça s'appelle, selon le nom du monsieur qui fait ça. C'est une petite lumière bleue que le médecin doit faire. Il vous approche et comme ça, il touche, il met un petit anesthésie avant, ça prend très bien. Et ça, c'est la seule, aujourd'hui, vraie valeur universellement acceptée comme vraiment le gold standard. Il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment la seule sur laquelle on se base et toutes les études sont basées là-dessus. Non, je viendrai chez toi. Non, non mais. je prends plus le mot. Donc, c'est vraiment le champ visuel et demander un Goldman. Non, mais moi, j'ai un père qui en a eu, et en plus de ça, je suis un hyper myope. Et donc, non, mais c'est important ce que dit monsieur. Il faut savoir pour demander. Oh, pardon. Il faut savoir pour demander. Et c'est clairement le champ visuel. Surtout, il faut dire, je viens d'une famille avec un glaucome. Ça, c'est le plus important que vous devez dire. Et ceux qui l'ont, comme je vous ai montré, 9 à 10 fois plus de risques d'en avoir un. C'est beaucoup. Donc, si vous dites ça, chaque ophtalmologue va vous regarder vraiment comme il faut. Il faut le dire. Ouais. Une dernière question. Non, mais l'air pas, je n'ai pas compris. Donc, c'est des petites machines. Quand vous arrivez chez certains ophtalmologues, vous vous asseyez, il y a une infirmière qui est en face de vous, assistante, et elle vous projette de l'air. Elle vous dit, ouvrez les yeux, il y a de l'air, et c'est la mesure de la pression. Et c'est ça qui est un tout petit peu moins précis que les véritables mesures avec une petite lumière que le médecin fait. Goldman. Madame, dernière question. Je voudrais juste pourquoi la myopie est un facteur de risque et pas l'hypermétropie? Excellente question. Merci. Pourquoi la myopie est un facteur de risque et pas l'hypermétropie? C'est une excellente question et vous avez raison de la poser parce que je n'ai pas parlé d'hypermétropie. Les deux sont un facteur de risque. La myopie, parce que comme vous savez, la myopie, c'est un allongement du globe oculaire. Et puisque le globe est allongé dans la dernière phase de la grossesse, toutes les structures sont vulnérabilisées. La rétine, le nerf optique, tout est stretché. Même la rétine est beaucoup plus fragile et les décollements rétiniens proviennent de là. Et le nerf optique et la lame criblée, comme j'ai montré, ils sont stretchés, ils sont beaucoup plus fragiles et vulnérables. Et c'est les spaghettis qui sont lourds dans un œil. L'hypermétropie, c'est comme dans les yeux asiatiques. L'hypermétrope, c'est le contraire. Un myope, c'est un œil allongé. L'hypermétrope, c'est un œil tout court. Et le cristallin, qui a une certaine taille, prend comme un oignon, prend avec chaque année un peu plus de taille.
il s'épaissit. C'est ça la cataracte en fait, parce qu'à un moment, il y a des substances au centre qui ne peuvent pas entrer, donc ça va devenir opaque et on a Mais le cristallin prend tellement de place dans un petit œil qu'il doit déranger toutes les autres structures et il va pousser l'iris en avant et il va créer un angle fermé. Donc l'hypermétropie est un risque à une fermeture de l'angle, alors que la myopie est un risque à un glaucome à angle ouvert. Donc c'est les deux. Bravo, merci. Voilà, un tout grand merci et bon,